Je sais même pas quoi dire. J'ai envie de vomir en fait. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la vidéo réaction à ce reportage incroyable, Sex Connection, sur la chaîne YouTube Off Investigation. La première partie, c'était une vraie claque. En fait, j'aurais aimé personnellement ne jamais voir cette première partie, mais c'était ultra intéressant. La dernière fois, on s'est arrêté sur le moment où Gérard Louvain et Daniel Moine sont au Brésil, et on s'arrête sur ce moment où Julien Courbet entre dans la danse, et on se pose la question, est-ce qu'il va dénoncer? On voit qu'il en parle à une femme, mais est-ce qu'il va dénoncer tout ça ou est-ce qu'il va le garder pour lui? Suspense, émotion, Julien, ne nous déçoit pas. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse. Vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Moi, je m'occupe du reste. Et d'ailleurs, j'ai une news à vous partager. La partie 1 sur Hakim Benotman est de retour. J'ai fait une contestation. YouTube a estimé que j'étais dans mon droit. On a baisé la censure et ce trou du cul. Je vous mets le lien de la vidéo en description pour aller redonner un petit coup de force. Alors, avant de partir, je me faisais une réflexion la dernière fois. C'est vrai que j'ai vu des commentaires qui disaient... il y en a marre de ce pays de pédos, etc. Je suis pas sûr que ce soit une vérité, une réalité. C'est vrai qu'on est forcément concerné par la France, on voit les news qui se passent en France, mais la pédophilie, ça touche tous les pays du monde, malheureusement. Et honnêtement, aujourd'hui, je pense pas qu'on puisse dire que la France, c'est le pays de la pédophilie. C'est notre pays, donc forcément, on est au fait de toutes les affaires, enfin, pas toutes les affaires, mais quasiment toutes. Donc on a l'impression que c'est le pays le plus touché, mais je suis vraiment pas sûr que ce soit le cas. D'ailleurs, il n'y a aucune statistique là-dessus, donc c'est compliqué d'affirmer cela. Alors, je défends pas, hein. Bon, j'aime la France, voilà, vous le savez, etc. C'est juste dans un souci d'honnêteté. On se remet le petit contexte du voyage à Rio pour qu'on reparte sur de bonnes bases. Mais fin 2021, le Parisien révèle que Louvain et Moine sont visés par une nouvelle enquête, toujours pour des abus sexuels, mais à Rio de Janeiro cette fois-ci. Dans cette métropole brésilienne de 12 millions d'habitants, les quartiers d'affaires cohabitent avec des bidonvilles où survivent des milliers d'enfants des rues. Rio, comme tous les endroits au monde où il y a de la pauvreté, notamment chez les enfants, font partie des endroits propices pour ces prédateurs. Et à mon avis, s'ils ont choisi le Brésil, c'est pas un hasard. Chaque année, au réveillon, les plages de Rio se peuplent de milliers de touristes venus du monde entier pour admirer l'un des plus beaux feux d'artifice du monde. Louvain et Moine, qui adorent Rio. Les personnes sur la plage sont peut-être venues comme des touristes, ils font du tourisme. Louvain et Moine sont sûrement des touristes sexuels. Enfin, ce n'est que mon avis. Assistent souvent à l'événement qu'ils postent parfois sur Instagram, comme ici en 2019. Bonne année à tous. Selon Le Parisien, lors du réveillon du 31 décembre 2004, Louvain et Moine auraient attiré dans leur suite de l'hôtel Sofitel de Copacabana des mineurs des bidonvilles qu'ils auraient abusés sexuellement. C'est l'animateur de TF1, Julien Courbet, invité à cette soirée, qui aurait révélé ce scandale à une Française de Rio chez qui il dînait le lendemain. C'est vrai que quand on entend « il était invité à cette soirée », ça fait flipper de fou. On se dit « mais attends, invité, il y a participé ?» J'ai hâte de voir la suite. Il nous a informé que ces deux personnes, Gérard Louvain et Daniel Moine, recevaient des enfants mineurs pour des parties sexuelles payantes. Suite à cet article du Parisien, Courbet panique et se rétracte. Oh non, Julien. Pourquoi tu t'es rétracté? Pourquoi Pas jusqu'à nier connaître la Française de Rio. Gérard Louvain, lui, la fera condamner en diffamation, faute de preuves.
Recontactée 4 ans après par téléphone, elle va néanmoins nous confirmer l'incident. Alors c'était pour le premier de l'an, le couple Courbet était venu à la maison, comme moi j'avais un énorme appartement qui dominait la baie de Copacabana où on tirait le feu d'artifice, je leur avais dit, écoutez, venez, le soir du réveillon, je fais une grosse fête. Et il m'avait dit non, on est invité par le producteur Louvain. Et puis le lendemain, lorsqu'ils sont venus dîner à la maison, je leur ai dit, alors, ça s'est bien passé votre réveillon ? Non. Là, ça fait peur. Là, ça fait flipper. C'était terrible, m'avait dit Julien Courbet. On aurait mieux fait d'accepter votre invitation, ça s'est mal passé. Et puis c'est là qu'il m'a raconté que c'était l'horreur, quoi. Ce sont des gens qui se font livrer des petits garçons, voilà. Ce sont des gens qui recevaient des petits piquets, des petits qu'on trouve partout. Ils se vendent, les pauvres chéris, pour manger. On les voit dormir sur les trottoirs partout. Et Louvain et son mari, ils nous ont attaqués. En raison de sa condamnation pour diffamation, car elle n'a... Waouh, c'est terrifiant. Alors bon, déjà, c'est terrifiant pour les enfants, les pauvres. C'est clair, mais ce qui fait flipper aussi, c'est que Julien Courbet s'est rétracté. Il a nié la connaître et il a laissé se faire condamner pour diffamation. Un peu déçu de Julien Courbet en vrai. Parce que potentiellement, si l'affaire avait éclaté au grand jour, peut-être qu'on aurait évité d'autres victimes. Il a préféré se taire, je pense, pour sa carrière. Mais je suis choqué, vraiment choqué de la part de Julien Courbet. n'avait pas de preuves matérielles. La Française de Rio va refuser notre demande d'interview. Ah non, moi je veux plus rien avoir avec cette affaire. Je veux plus avoir d'ennui. J'ai trop souffert avec ça. Et puis ça donnera rien. De toute façon, ces gens-là, ils vont toujours continuer. Ils seront impunis. Ils vont mourir avec ça. Et les enfants, ils ont été traumatisés à vie. Contacté à propos de cette affaire brésilienne, l'animateur Julien Courbet, aujourd'hui sur M6, n'a pas souhaité nous parler. Alors, la personne qui m'avait dit en commentaire, Julien Courbet a dénoncé. Tu as menti. Il a rien dénoncé du tout. Quant à Louvain et Moine, ils nous ont fait répondre via leur avocate. Chère madame, monsieur Louvain et monsieur Moine n'entendent pas s'exprimer dans le cadre de ce documentaire. À votre avis, il y a combien de victimes de Gérard Louvain et Daniel Moine ? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Parce que ça fait combien de temps qu'ils sont dans le métier ? Ça fait des lustres. Hein. Puis on pense qu'à la France, mais ces gens-là ont voyagé. Voilà, Rio, apparemment, ils venaient régulièrement, donc il y a dû en avoir beaucoup, des enfants, des adolescents, et il y a dû avoir d'autres destinations. Sûrement l'Asie. Voilà, je dis ça au hasard, mais je sais que c'est une destination prisée par les touristes sexuels. Pendant toutes ces années, en tout cas, Olivier Agredano a beaucoup souffert. En 97, alors qu'il est tombé dans la drogue, il va être sauvé par une des filles de Jane Birkin, Kate Berry, alors engagée dans la lutte contre la toxicomanie. C'est la première fois qu'un être humain me parlait avec bienveillance. Kate était une personne bienveillante pour moi. Le pauvre, non mais faut quand même se rendre compte de la dinguerie. Il a été mis sur un plateau pour servir la perversité d'un homme, vous avez compris, d'un étron, par son oncle. Voilà, par son oncle. C'est une folie. C'est-à-dire que si Louvain et moi n'avaient eu un fils biologique, mais je suis sûr qu'il l'aurait vendu à d'autres pervers, mais c'est sûr et certain. Puis si ça se trouve, il se le serait tapé et puis je serais même pas choqué par ça. C'était la première fois, j'imaginais. Alors que je pars d'une famille où il y a un père, une mère, un petit frère, une cousine, une tante, enfin ouais. La mère d'Olivier, celle qui l'avait confiée durant des années à son frère Gérard Louvain, nous l'avons retrouvée en Bretagne. Elle nous a adressé ce texto. Je suis d'une santé devenue très fragile et ne souhaite pas reparler de tout cela, sachant que c'est le passé, mais qu'il reste toujours présent en moi. J'ai été interviewée à plusieurs reprises et notamment un reportage passé sur France 2. Je vous autorise à utiliser mes dires de l'époque. Aujourd'hui, je me concentre sur moi-même, ma santé et le peu de vie de famille qu'il me reste. Bon courage pour votre reportage.
Dans le complément d'enquête de 2000... J'aimerais bien savoir si elle a soutenu son fils ou si elle a remis un petit peu sa parole en doute. Faut savoir qu'après la première partie, j'ai été contacté par une abonnée qui a vécu des choses atroces dans sa famille. Et en fait, toute sa famille lui a tourné le dos. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça arrive très souvent. Courage pour votre reportage. Dans le complément d'enquête de 2021, la mère d'Olivier et sœur de Gérard Louvain avait accepté d'ouvrir son appartement aux caméras. T'as pas ton comité d'accueil, il est où? Gulli, tu viens dire bonjour? Dans son appartement de Rennes, des souvenirs, des jours heureux, mais aucune image de son frère. Les photos de la famille au complet sont cachées. Elle est en dessous, voilà. Ben voilà. Voilà, donc là... Bon, ça nous donne déjà un petit indice. On a l'impression qu'elle a fait le bon choix, celui de son fils, et c'est tant mieux. Daniel Moine, moi, mon grand-père, ma grand-mère, ma maman, Kevin, le fils adoptif de Daniel et Gérard. Vous voulez plus les voir, ces photos, aujourd'hui? Je veux plus. Pourquoi? Parce que mon frère, je l'ai rayé. Je l'ai rayé, c'est fini. C'est fini. Une maman anéantie. Il y a quelques années, son fils évoque avec elle les viols qu'il aurait subis. Seulement voilà, à l'époque, il se drogue beaucoup, alors elle ne le croit pas. Et ça me tombe. Bon, alors ça, c'est compliqué déjà en tant que mère, je pense, d'entendre ça. Il y a la drogue qui est dans l'équation. Je pense pas qu'on puisse trop lui en vouloir par rapport à ça. On peut se dire, voilà, il a peut-être perdu son discernement, on sait pas à quel point il se drogue. Puis il y a aussi la phase de digestion, c'est tellement gros, on se dit ça n'arrive qu'aux autres, il faut le digérer, il faut l'accepter. Il y a peut-être un moment de déni. Bon, on va l'écouter. Sur le coin de la tête, où tu m'as dit clairement quand même, ils ont abusé de moi. Bien sûr que j'arrivais pas à le croire. Le lendemain, c'est l'époque où j'ai commencé à travailler avec mon frère, ça faisait quelques années. Je travaillais que 10 ans avec mon frère. Hein. Et je retourne au boulot et j'ai mis le couvercle dessus. Mais il est vrai que si j'avais parlé à l'époque, si j'avais réussi à parler à mon frère au lieu de retourner travailler, peut-être qu'Olivier aurait eu la force de porter plainte. Et là, on n'était plus dans la prescription. Et c'est ça que je m'en veux énormément. Ça, c'est terrible pour une maman. Parce que je ne l'ai pas sauvée, je ne l'ai pas protégée, là. Waouh, c'est quand même fort ce qu'elle dit. Voilà, elle assume ses erreurs. Ah, ça fait de la peine. Parce que bon, Olivier est une victime, c'est indéniable. Sa maman aussi est victime. Parce que ce genre d'acte, il y a des dommages collatéraux et elle en fait partie. Ce qui est très compliqué dans ce genre d'affaires, notamment pour les personnes comme moi, terre à terre, factuelles, c'est que très souvent, il n'y a pas de preuves. Donc, alors oui, c'est son fils, etc. Et d'un autre côté, c'est son frère. Ça devait être un tiraillement pour elle. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'elle croyait son fils? Elle a quand même travaillé parce qu'elle avait besoin de travailler. Ou alors, est-ce qu'elle avait un doute par rapport à la drogue? Et du coup, elle travaillait parce qu'elle avait un doute et qu'elle n'y croyait pas vraiment. Je sais pas si on va avoir la réponse. Quelques mois avant de porter plainte, Olivier va voir Gérard Louvain et Daniel Moine. Il leur réclame 700 000 € de réparation. C'est moi qui avait 47 ans l'été dernier qui ai décidé d'aller demander de l'argent. D'ailleurs, j'y suis allé en disant je souhaite être indemnisé pour ce que vous avez fait. Vous avez abîmé un enfant et vous avez bousillé une vie derrière. 4 ans après avoir témoigné sur France 2 et n'obtenant toujours aucune indemnisation de son oncle Louvain, Olivier Agredano va évoquer devant notre caméra d'autres faits graves qui se seraient produits en 87, l'année où fut lancée Sacrée Soirée. Waouh. Parce qu'en fait, on se dit, il n'a pas obtenu réparation, il passe à la vitesse supérieure, alors que ce qu'on a déjà entendu, c'était ultra grave. Qu'est-ce qu'il va nous révéler ? Des faits qui se seraient déroulés à plusieurs reprises après l'émission dans l'ancienne maison de Gérard Louvain à Sèvres, aujourd'hui revendue. On arrivait le mercredi soir après le direct de Sacrée Soirée. Donc là, on rentrait ici, on montait les 3-4 marches et on arrivait dans l'entrée. À gauche, on avait le grand salon avec ce grand canapé jaune en cuir face à la cheminée. Et là, tous les jeunes mecs avec Gérard, Daniel et moi.
C'est d'ailleurs dans ce salon où je roulais le pétard à 13 ans pour tout le monde que je faisais tourner, sauf Gérard qui ne fumait pas et Daniel qui tirait une taffe pour faire genre. Les autres fumaient et ensuite on passait... Parce que oui, c'est comme Jean-Marc Morandini, hein. C'est des malades, ils ont besoin de soins. Donc malades mentaux, c'est un terme qui leur convient bien. Mais on pouvait pas du tout remettre ça sur l'alcool ou la drogue. Ils étaient comme ça de nature, c'est hallucinant. Enfin d'ailleurs, eux allaient d'abord dans un premier temps dans cette chambre en face de moi, là, la chambre où je dormais une fois que tout le monde partait. Et c'est là que Gérard me disait « Allez, vas-y, va les retrouver ». Donc je me sentais dirigé par Gérard. Enfin, j'étais dirigé par Gérard. Et là, j'ouvrais la porte et je voyais commencer des mecs à se branler entre eux, se faire des fellations. Daniel qui me disait « Viens, viens ». Et j'approchais et Daniel me dirigeait comme un chef d'orchestre. D'ailleurs, comme un chef d'orchestre... 13 ans, hein, je rappelle, 13 ans. Un chef d'orchestre dans la situation, dans la chambre. C'était un peu lui qui maniait tous ces jeunes mecs, quoi. Dont moi, l'ado, quoi, le jeune ado. En me montrant ou en me disant ce qu'il fallait que je fasse. Allez, vas-y, branle-le. Ah, t'as vu sa queue comme elle est grosse. Oh, t'as vu, là, là. Enfin voilà, c'était que ça, quoi. Et je faisais ce qu'on me demandait de faire, quoi. Comme un enfant qui répond aux demandes des gens qui sont censés le protéger, la famille. Voilà. C'est terrible. Je sais même pas quoi dire. J'ai envie de vomir, en fait. J'ai envie de vomir. Et en fait, on entend ça et on se dit, ces gens-là, c'est obligé qu'ils payent pour ce qu'ils ont fait. Et en fait, non, il s'est rien passé. Ils sont toujours là et j'ai l'impression que cette affaire, elle a pas fait assez de bruit. Et donc Gérard, le dernier à rester dans le salon, passait dans le couloir où il y avait cette fameuse chambre en allant vers la sienne, entrouvrait la porte avec son petit sourire. Ah, c'est sympa ce que vous faites. Il refermait la porte et là, le chef d'orchestre, Daniel, visait un des mecs, je sais plus qui à ce moment-là, mais visait un des mecs en disant « Va rejoindre Gérard ». Et un des gars se levait et allait rejoindre Gérard pour assouvir ses besoins. Voilà. Ok. Le mec ouvre la porte, voit son neveu de 13 ans, son sang, sa famille. J'en peux plus. J'en peux plus des mecs comme ça. Ces dernières années, malgré ces témoignages accablants, la justice française a classé sans suite toutes les plaintes pour viol visant le couple Louvain-Moine. Soit faute de preuves suffisantes, soit parce que les faits étaient anciens, donc prescrits. Ces accusations ne sont pas les seules à avoir terni l'image de TF1. D'autres cadres de la première chaîne d'Europe ont défrayé la chronique, comme Jacques Asselineau, ancien réalisateur du 20h, qui s'était jeté sous un train en 2009, après qu'on ait trouvé des images pédopornographiques dans son ordinateur. On espère que le train va bien, qu'il n'a pas été trop abîmé. Bonsoir, voici après un nouveau générique et un nouveau décor, les titres de l'actualité. Ou Patrick Poivre d'Arvor, accusé par une trentaine de femmes de les avoir harcelés sexuellement, voire violés. Dans 8 jours pour près de... TF1, c'est un peu la fabrique à pédos quand même, hein, j'ai l'impression. TF1 a-t-elle été un repère de prédateurs sexuels ? Et la semaine de 4 jours. En 93, à quelques mètres du bureau d'un Gérard Louvain, devenu responsable du divertissement de la première chaîne d'Europe, un jeune animateur invente la télé-poubelle. Jean-Marc Morandini. Bonjour, on m'a dit que vous aimiez les enfants et les adolescents, c'est vrai ? Bienvenue chez TF1. Vous venez de voir la première partie de cette enquête. L'intégralité du documentaire est déjà disponible sur notre site offinvestigation.fr en avant-première pour nos abonnés. Si vous souhaitez voir la suite dès maintenant et surtout nous permettre de continuer à enquêter librement sur les coulisses des pouvoirs, des médias et de l'argent, abonnez-vous. Votre soutien garantit notre indépendance et la possibilité de produire ce genre d'enquête sans sponsor, sans actionnaire et sans aucune pression éditoriale. Et si vous regardez cette vidéo après la sortie de notre doc sur YouTube, sachez que tout ça n'existe que grâce à celles et ceux qui nous soutiennent déjà. Merci à vous et à très bientôt pour la suite. Non, merci à vous. Je vais aller sur le site, je vais faire un petit don d'ailleurs. Le reportage est incroyable, j'ai hâte de voir la deuxième partie. C'est terrible parce que c'est classé sans suite, parce que, comme on le répète, dans ce type d'affaires, c'est très compliqué d'avoir des preuves, surtout que les faits remontent. En plus, il y a de la prescription. Mais il me semblait qu'à un moment donné, pour certains crimes, certains délits, la prescription avait sauté. C'était pas pour des délits sexuels, je sais plus, attendez, je regarde. Apparemment, c'est 10 ans et ça peut monter jusqu'à 20 ans en cas d'atteinte sexuelle aggravée sur mineur de 15 ans. Ah, et
Ah, et le délai de prescription pour un viol commis sur une personne mineure au moment des faits est quant à lui de 30 ans, vu qu'il avait 13 ans, donc c'est 30 ans à partir du moment des faits. Donc ouais. Ah, et on a aussi le délai de prescription pour un viol commis sur une personne mineure au moment des faits est quant à lui de 30 ans, donc il avait 13 ans. Ça lui laissait jusqu'à 43 ans. C'est triste dans cette affaire, parce qu'on voit bien qu'ils sont coupables. Je suis désolé, je prends des pincettes. Mais en fait, il y a trop de victimes pour que ce soit faux. Alors, je vais pas me faire des copains, mais dans mon livre, ils sont coupables. Il y a trop de personnes qui ont vécu les mêmes choses. Et s'ils sont dehors, c'est juste par manque de preuves ou à cause de la prescription. Mais si vraiment on faisait une enquête complète, qu'on retrouvait les personnes, que ce soit au Brésil, ailleurs, bon, en France, il y a eu 4 plaintes, mais en vrai, je pense qu'il y a eu des dizaines et des dizaines de victimes. C'est obligé. Eh bien, on se rendrait compte qu'il n'y a aucun doute quant à leur culpabilité. Bon, est-ce que franchement, il y a des gens qui doutent ? Moi, absolument pas. En tout cas, Off Investigation, félicitations pour ce documentaire qui est une masterclass. On aurait aimé ne jamais le voir, malheureusement, mais on regardera la deuxième partie sur Jean-Marc Morandini, même si on sait de quoi ça va parler, parce qu'on en avait déjà parlé en vidéo. Je cours de ce pas sur votre site pour faire un don, parce que vous le méritez. J'aime bien l'indépendance, j'aime bien soutenir aussi des médias qui n'auront pas de pression éditoriale, ça c'est hyper important. Messieurs, dames, le lien du reportage est en description, allez leur donner de la force. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos actualités quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. N'oubliez pas d'aller redonner de la force à la première partie sur Hakim Ben Othman, pardon. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue.